c'est une semaine qui commence en fanfare, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Stéphanie Ries, qui est rapporteure générale du PLFSS auprès de la Commission des Affaires sociales. Je crois que l'analyse, la discussion et les débats au niveau de la Commission des Affaires sociales ont commencé aujourd'hui. Et en avant-première, ça me permet d'avoir, et vraiment merci Stéphanie, d'avoir comment dire, une explication sur l'esprit de la loi et sur un certain nombre de mesures. Donc Stéphanie, je vous passe tout de suite la parole. On va couper et nos micros et nos caméras pour que vous puissiez avoir le champ tout libre. Merci. Et encore merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Okay. Je vais dire juste assez rapidement parcourir le texte de ce PLFSS 2024 pour qu'on puisse avoir plus de temps pour les échanges, ce qui me paraît peut-être plus intéressant. Alors, on est face à un texte qui est à un virage, en fait, un virage de sortie de crise Covid et un début de responsabilité forte face à la trajectoire démographique d'une part et la trajectoire financière d'autre part, puisqu'on voit bien que même si on a réussi à diminuer de moitié le déficit de l'assurance maladie cette année en 2023, on voit bien que dès 2024, le solde recommence à se dégrader. Donc un budget de responsabilité financière avec un ONDAM dont je suis sûre on pourra reparler, un ONDAM rectifié 2023 tout d'abord qui prend en compte les mesures de revalorisation et d'inflation puisqu'il augmente de 4,8%, ce qui fait 2,6 milliards de plus que ce qui était prévu, et un ONDAM prévu pour 2024 qui augmente encore de 3,2%, bien sûr, sur la base de l'ONDAM rectifié 2023. On est à des sommes conséquentes, j'aime bien le rappeler, puisque c'est 254,9 milliards d'euros pour l'ONDAM 2024, sur un budget global de plus de 600 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Donc c'est un budget, je vous le disais, de responsabilité collective avec des mesures de lutte contre la fraude. Quelques exemples, une mesure qui permet aux plateformes de récupérer les cotisations pour garantir ce paiement des cotisations, une mesure sur le remboursement des cotisations d'assurance maladie lorsqu'un professionnel de santé a fait une fraude. Ce sont aussi des mesures qui permettent de soutenir notre modèle social, de sécurité sociale, avec plusieurs articles dont je suis sûre nous allons pouvoir reparler, notamment l'article 27 sur la suspension des indemnités journalières suite à un contrôle par un médecin agréé, la limitation à 3 jours des arrêts maladie quand ils sont réalisés en téléconsultation si la personne a un médecin traitant, des mesures qui permettent de diminuer l'impact environnemental sur les dispositifs médicaux, mais aussi sur le fait de favoriser les transports partagés. C'est toujours un budget de responsabilité sur les mesures de médicaments, alors des mesures qui permettent un meilleur accès aux médicaments, aux produits de santé, avec une réforme du financement de l'établissement français du sang, un pacte de mesures sur la pénurie médicaments, dont la facilité de créer des préparations officinales spéciales, sur les mesures de délivrance à l'unité ou de prescription d'antibiotiques conditionnés au diagnostic par test rapide. Et c'est aussi pour les médicaments une régulation macroéconomique un peu modifiée dans ce texte, puisque on modifie le calcul de la clause de sauvegarde, puisqu'on prendra en compte dorénavant les montants remboursés et non les chiffres d'affaires. Un montant M qui est plutôt stabilisé, des modifications de l'assiette et bien sûr en contrepartie un engagement sur les volumes. C'est toujours un budget de responsabilité avec des mesures qui confirment le virage préventif
que nous souhaitons porter avec plus de 150 millions d'euros dans ce PLFSS sur la prévention. Je pense au lancement de la campagne de vaccination contre le papillomavirus et l'exonération du ticket modérateur pour d'autres vaccins. La possibilité des préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans, la mise en place des rendez-vous de prévention avec le financement des professionnels. C'est aussi des mesures d'accès aux soins sociaux, avec la prise en charge de la précarité menstruelle, de l'extension de la complémentaire de la C2S, complémentaire santé solidaire, des mesures de généralisation d'article 51, notamment avec une généralisation qui permettra de renforcer l'activité physique adaptée. C'est, vous le savez, des mesures de transformation du financement des établissements, ce qui permettra de préserver les maternités, notamment les services de réanimation, mais on pourra échanger dessus. Des mesures d'accès aux soins encore, quand on élargit les compétences des pharmaciens et pour permettre la prescription d'antibiotiques dans le cadre de cystite ou d'angine. Enfin, c'est aussi un budget de responsabilité face au vieillissement ou aux personnes en situation de handicap, avec la politique de soutien de l'autonomie qu'on poursuit, notamment en termes de chiffres dans ce budget de la sécurité sociale, où on poursuit la trajectoire des 50 000 postes prévus en plus en EHPAD d'ici 2027, où l'augmentation des places en service pour les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile. C'est aussi une mesure de transformation pour les départements qui seront volontaires avec la fusion des sections soins et dépendance pour les EHPAD. Voilà, j'ai fait rapidement le tour de ce texte qui n'est pas du tout exhaustif, mais je préfère qu'on puisse échanger sur les questions qui vous intéressent. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette présentation très, très concrète du PLFSS. Et on va prendre les questions maintenant. Alors, je vois qu'Anne, c'est automatiquement allumer sa petite main. Donc, je vous rappelle la procédure. Vous allumez votre main jaune qui est dans la barre d'outils pour demander la parole. Vous mettez votre caméra, vous vous présentez et vous posez votre question. Voilà. Anne, c'est à toi. Oui, bonjour, bonjour Anne de Dan, donc je suis conseillère en santé publique. Juste une question, vous avez décrit des mesures qui sont importantes et intéressantes, mais très à échéance très rapide. Où est la vision, où est la pluriannualité d'une loi qui devrait avoir une vision stratégique? On a un budget de responsabilité, est-ce qu'on a une vision stratégique? Alors, sur la réponse est oui, sur plusieurs points. Je vais finir par la vision financière, mais d'abord la vision de trajectoire pluriannuelle. Si on prend le domaine de politique de soutien à l'autonomie, je suis passée rapidement, mais c'est vraiment des mesures qui doivent être jusqu'à 2027 pour ce qui concerne les 50 000 mesures, les 50 000 solutions suite à la conférence nationale du handicap. Ce sont les mesures jusqu'en 2030 pour l'autonomie, les places en EHPAD, le virage domiciliaire, le renforcement des services infirmiers à domicile ou des SAD. Et puis enfin, sur la pluriannualité ou sur la vision qu'on peut avoir ensemble, elle s'inscrit. Et alors, en tant que rapporteur du budget de la sécurité sociale, c'est important pour moi, dans un contexte financier qu'on ne peut pas ignorer. Et quand on dit qu'on est à plus de 254 milliards d'ONDAM, juste sur l'ONDAM, c'est plus 54 milliards par rapport à l'ONDAM de 2019. On a les projections dans la loi de financement de programmation de financement public qui nous permettent de voir les ONDAM prévus jusqu'à 2027-2030. Mais il suffit de regarder la trajectoire financière des comptes sociaux pour rendre compte que la vision qu'on doit avoir doit être portée dans ce cadre de maîtrise de notre financière, de maîtrise de notre déficit public et de notre dette. Je suis pour ma part assez inquiète de cette trajectoire et il me semble que tous ensemble, nous devons travailler à des
transformation structurelle du système pour pouvoir permettre de garder cet engagement fort de notre sécurité sociale qui est l'accès aux soins, la protection de tous. Et quand on regarde les comptes à 2027-2030, on a beaucoup de travail encore devant nous. Merci beaucoup. Lamine, tu voulais poser une question? Tu peux mettre ta caméra. Mets ta caméra. Oui, pardon. Voilà, merci. Merci. Bonjour Stéphanie, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Sur l'ONDAM, notamment l'ONDAM rectificatif, on l'a évoqué lors de la commission la semaine dernière, il manque un financement sur l'inflation qui préoccupe l'ensemble des établissements publics, privés et associatifs. Donc, peux-tu nous éclairer sur l'évolution, je dirais, parlementaire sur cette demande récurrente d'1,5 milliard concernant l'inflation? Également sur les amendements présentés par un nombre important de parlementaires concernant la dialyse, je m'étonne encore, même si toute réflexion et évolution du financement, que ce soit sur la dialyse, la radiothérapie, nécessite toujours des travaux. On est en réforme permanente sur l'ensemble des thématiques, le SMR, la psychiatrie, le MCO, le médico-social. Mais je m'étonne encore dans l'exposé sommaire que le privé dit lucratif soit encore stigmatisé sur l'exposé. Donc je trouve que cette stigmatisation est dans notre temps. Je la lis, les structures privées de dialyse à caractère lucratif conservent des marges bénéficiaires très élevées. Les tarifs pour le non lucratif, l'associatif, sont les mêmes. Donc je ne vois pas pourquoi on nous stigmatise privé lucratif et pas non lucratif, qui ont les mêmes excédents peut-être. Donc voilà, je trouve que c'est dommage d'engager une réforme de la dialyse sur une stigmatisation de ma branche. Merci Stéphanie pour ta réponse. Merci. Je vais commencer par cette remarque. Effectivement, nous avons voulu porter dans ce budget de la sécurité sociale des amendements alors qu'on a travaillé et qui seront portés par plusieurs groupes de la majorité notamment, mais je pense que beaucoup de députés sont assez intéressés par ces amendements qui sont de poser la question de la réforme du financement de la dialyse et de la radiothérapie. Sur l'exposé sommaire, alors il n'est pas mon habitude de stigmatiser ce soir, et j'avoue que en fait j'ai un écho. Il y a un micro qui fait... Voilà. Merci. La phrase, effectivement, a peut-être été, je l'ai peut-être vu un peu vite, désolée, sur la phrase de l'exposé sommaire, on s'est plutôt attaché au dispositif. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plusieurs rapports de la Cour des comptes qui met en avant ce fait avec un taux de rentabilité important. Cela ne veut pas dire, évidemment, et tu le sais bien, Lamine, qu'il faille stigmatiser l'ensemble des centres et voilà. Donc, bon, on va regarder si... Alors, ils sont déjà déposés. Donc, pour la commission, en tout cas, on ne pourra pas changer la phrase. On pourra voir comment on le met pour la séance. Sur l'inflation, j'ai bien entendu l'ensemble des fédérations, des établissements sur le manque à l'ONDAM rectificatif, même si, encore une fois, on est à une augmentation au-dessus de l'inflation puisqu'on est à 4,8%, mais ça prend en compte aussi les revalorisations. Je crois que enfin, je suis sûre même que le ministre et qu'on a tous assez conscience de votre demande et de cette inquiétude face au déficit de nombreux établissements, qu'ils soient publics ou privés. Nous allons voir comment ça évolue. Vous savez très bien que le budget s'inscrit de façon très globale sur une trajectoire financière que nous devons respecter. Et les dernières discussions, notamment autour de la GIRC-ARCO, par exemple, sont aussi à même de faire modifier des chiffres. Donc voilà, donc à ce stade, on est à un ONDAM rectifié de 4,8% en plus. Alors, je vais passer la parole à Benoît Péricard. Benoît. Oui, bonjour.
Je reviens un petit peu sur la remarque d'Anne de tout à l'heure sur la vision. Pardon, Stéphanie, même si on sait que vous portez vous-même un certain nombre d'idées fondamentales, mais il n'empêche que c'est vrai que l'image que donne ce PLFSS, quand on voit, vendredi, c'était la grève des médecins libéraux. Il y a au moins 3 sujets ou au moins 2 qui n'avancent pas du tout ou très peu. C'est quand même les interférences entre les métiers, ça n'avance pas beaucoup. Peut-être on peut dire que ça avance un peu sur les pharmaciens qui gagnent des prérogatives, mais en revanche, sur notamment les infirmières et l'évolution des métiers, notamment le métier médical, ça n'avance pas beaucoup. Je reviens à une vieille idée, enfin vieille, ça fait quelques années que je la porte, celle d'un statut unique du médecin. On en parle dans des colloques, mais ça n'avance pas vraiment. L'autre idée, c'est aussi la transparence aussi entre les différents établissements. Lamine vient de parler, c'est bien, mais entre l'évolution, par exemple, du statut de l'hôpital public, il n'y a pas une seule trace dans ce PLFSS. Est-ce qu'à un moment, pour justement éviter que les tendances dans 2 ou 3 ans soient vraiment très négatives, on ne pourrait pas avancer? Alors, c'est peut-être pas le PLFSS qui est le bon outil, je n'en sais rien, mais en tout cas, il faut qu'on puisse avancer sur des aspects fondamentaux que notre système de santé doit affronter absolument. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, je vous rejoins sur la nécessité de réformes structurelles dans le cadre du financement, mais ça rejoint au statut du médecin dont vous parlez, c'est-à-dire mais les déficits importants vont peut-être nous amener à avancer plus vite, en tout cas comme je l'aimerais sur ces sujets, mais en même temps, il faut entendre les fédérations, et Lamine l'a redit, qu'ils sont embarqués dans des transformations de financement qui leur prend du temps, mais aussi beaucoup de moyens pour éviter de faire perdre de l'accès aux soins au moment où on fait ces transformations. Donc, on est dans une situation compliquée où le système, on voit bien, et à force de le rabâcher, ça ne veut plus rien dire, je suis d'accord, mais on est au bout d'un système et d'organisation et financier. Donc, les transformations sont en train de se faire, mais en même temps, comme c'est compliqué pour l'accès aux soins, on ne peut pas aller trop vite au risque de laisser des gens sur le bas-côté et de ne pas pouvoir les soigner. Donc, il y a toute cette difficulté, d'une part, à emmener les acteurs, mais surtout parce que les acteurs veulent que les malades continuent d'être soignés. Vous avez parlé pour les médecins de ville. Je voudrais rappeler que dans ce PLFSS, il y a une augmentation de l'ONDAM pour la ville qui est de plus 3,5%. Donc, je crois que déjà d'une part parce que les besoins, les dépenses ont augmenté en volume, mais aussi parce qu'on entend, je crois, au démarrage de cette ouverture de négociations conventionnelles, la nécessité de valoriser la médecine de ville, parce que sans médecine de ville, les établissements iront mal, et surtout les malades. Et enfin, sur le partage de compétences, vous savez mon engagement sur ce sujet. J'aimerais, comme vous, et je pense qu'il faut aller plus vite et plus loin, mais en même temps, il faut emmener tout le monde. Donc, ça prend du temps. Dans ce budget, il y a quand même une mesure très forte sur les pharmaciens et la possibilité de prescrire des antibiotiques, puisqu'on est complètement dans de l'accès direct et dans de l'élargissement de compétences. Je trouve quand même qu'en quelques années, on avance sur ces sujets, même si, vous le savez, j'aimerais bien qu'on puisse aller un peu plus vite. Stéphanie, avant de passer la parole à Diane, j'avais une question qui est dans le sens de celle d'Anne et de Benoît. Il y a eu d'ailleurs une conférence de presse qui a été faite par Cyril Isaac-Sibyl sur ce sujet. On a quand même un problème de temporalité, parce qu'on a la stratégie nationale de santé qui devrait aborder un certain nombre de questions. On a le PLFSS qui, malheureusement, en tant que projet annuel, et on va dire rythmé et scandé par son annualité. Et puis on va avoir en plus de ça comment dire, tous les projets régionaux de santé des ARS qui vont arriver. Donc
on a quand même trois grandes occasions de pouvoir porter un certain nombre de réformes. Comment les législateurs, comment les parlementaires prennent en compte ces trois influences différentes, une qui vient du terrain, une qui vient plus de l'administration, PLFSS, et puis cette stratégie nationale de santé dans son acceptation plus globale, avec cette demande de contribution qui est tout à fait positive d'ailleurs. Comment on fait pour faire avancer tout ça? Le rôle du parlementaire, il est à travers de mesures législatives, donc soit des propositions de loi, soit dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Ces dernières années, on a vu un rôle de parlementaire important dans ces orientations d'évolution du système, que ce soit à travers les propositions de loi de mon collègue Valtou, que j'ai pu porter, ou d'autres, emmène aussi vers une volonté politique. Donc il y a ces mesures-là, il y a à travers le budget qui malheureusement, effectivement, peut paraître à court terme, mais qui fait passer aussi une volonté politique au fur et à mesure des différents budgets. Je pense aux moyens mis sur les luttes contre les fraudes, aux moyens dans les budgets mis sur la prévention, sur les mesures de prévention, sur l'accompagnement des aidants. C'est des choses où les parlementaires ont marqué un peu leur volonté politique. Ensuite, quand on est parlementaire, on ne participe pas aux négociations conventionnelles, et vous savez que le système est très lié à ce mode et c'est plutôt bien, hein, je ne remets pas en cause ça. Mais voilà, donc nous, on peut porter à travers des propositions de loi qui donnent une orientation politique. Et typiquement, si on prend le cas des partages de compétences, je trouve que le rôle des parlementaires a été important, et l'ensemble des parlementaires, hein, parce que quand une proposition de loi est votée quasiment à l'unanimité, ça envoie un message sur le partage des compétences, l'accès direct, qui est très fort, qui est repris ensuite, qui accompagne le gouvernement dans une stratégie. Merci beaucoup. Diane, vous vouliez prendre la parole? Bonjour. N'hésitez pas à mettre votre caméra. Oui. Allô, je vais allumer aussi. Oui. Voilà, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Diane Prota, je suis avocat au barreau de Paris. Je me suis inscrite à ce petit pour avoir quelques informations, et notamment une qui m'intéresse puisqu'on parle des finances publiques. Je me suis intéressée à la question des rémunérations des médecins intérimaires, dont la loi Ritz a posé certains éléments, et je m'interroge, puisque des syndicats de médecins sont venus me consulter, sur la question de savoir pourquoi a été exclu par la loi Ritz le placement de gré à gré des médecins intérimaires auprès des hôpitaux, qui a priori pourrait être moins cher que passer par des sociétés type Adecco. C'est quelque chose dont on a parlé, et donc c'est récemment, depuis le mois de septembre, des gens sont venus me consulter, donc je me suis intéressée à la question et je me suis inscrite pour vous la poser, parce que d'un point de vue financier, il me semble quand même que ça semble moins cher le gré à gré. Voilà, d'où ma question, qui avait été d'ailleurs posée au précédent ministre. Merci beaucoup pour cette question. Merci. Comme ça. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, on est au stade donc de l'application de la loi depuis un an. Maintenant, concernant l'intérim, il y a plusieurs choses sur cette application. Il y a la possibilité pour les directeurs d'établissement de proposer des contrats de gré à gré avec des conditions qui sont un engagement, notamment un engagement dans la durée. L'objectif de cette mesure législative, qui, je rappelle, ne plafonne pas l'intérim puisque ça l'était déjà, mais qui, par un moyen législatif, contraint au respect de ce plafonnement de l'intérim. Et l'objectif était que les médecins puissent se réinvestir dans des services où on voyait que plus de la moitié faisaient de l'intérim plutôt qu'étaient en statut contractuel, ou en tout cas présent régulièrement dans le service, permettant de faire une meilleure qualité de prise en charge, puisque une organisation de service plus régulière. C'était ça l'objectif de cette mesure, et aussi d'éviter ce prix exponentiel qui était dans de rares cas, mais qui existait à des journées où on pouvait voir des 4 000, 5 000 euros par jour. En tout cas, c'était le cas sur mon territoire. Encore une fois, j'ai bien dit une minorité. Voilà. Mais l'objectif principal était
de faire que le mode de travail ne devienne pas une généralité en intérim. Cette mesure est donc appliquée, elle s'inscrit au même moment qu'on a une démographie qui continue, comme vous le savez, à baisser et qui, je le reconnais très volontiers, participe au fait que pour certains établissements, c'est de plus en plus difficile de maintenir parfois des services ouverts, en tout cas sans régulation. Voilà. Maintenant, les retours, moi, ce que je peux vous donner à ce stade, puisque cette loi, vous savez qu'à chaque fois, on évalue les lois et que l'évaluation de cette loi, elle va arriver pour moi dans le programme après le PLFSS, donc je ne l'ai pas évaluée de façon parlementaire, mais j'ai des retours, évidemment, et j'ai pu interroger les acteurs sur le terrain. J'ai des retours qui sont parfois négatifs, avec des services qui me disent on a dû fermer parce qu'on n'arrive pas, nos intérimaires habituels n'ont pas voulu venir. Quand on regarde de près ces services, souvent des services très fragiles et qui auraient peut-être eu les mêmes difficultés sans cette loi, ça je ne sais pas, mais voilà. Et d'autre part, il y a beaucoup de retours de directeurs d'établissement, par exemple, qui me disent on a pu faire des contrats de gré à gré de façon beaucoup plus importante et permettre ainsi de retrouver des médecins dans les services. Et j'ai d'ailleurs pas mal de retours de médecins, notamment pour les services d'urgence, qui me disent que ça a permis de retrouver un équilibre à peu près normal des services. Donc j'ai des retours qui sont plutôt positifs globalement. Cette loi, elle va être évaluée parce que j'ai été interrogée il n'y a pas très longtemps par des médias sur le fait qu'il y aurait des établissements où le contrat de gré à gré dépasserait les seuils de l'intérim, enfin du plafonnement de l'intérim. Donc il faut qu'on évalue absolument la mise en application de la loi, ce que je vais faire après le budget de la sécurité sociale. Mais à ce stade, je crois que c'était une mesure importante. Depuis qu'on a posé cette mesure, j'ai beaucoup de demandes pour qu'on puisse faire la même chose pour les autres professionnels de santé, notamment les infirmières, où on voit des prix commencer à monter de façon très importante et des difficultés d'organisation, pareil, des services et donc de la prise en charge. Il me semble à titre personnel qu'on n'est quand même pas dans les mêmes salaires, dans le même pouvoir d'achat entre ces professionnels de santé. Donc voilà, c'est une mesure. En tout cas, il y a beaucoup d'établissements qui considèrent, et aussi des établissements d'EHPAD qui ont des difficultés avec cet intérim qui devient presque un mode d'exercice, quoi. Et quand ça devient plus un mode d'exercice que le mode d'exercice classique, ça pose des questions d'organisation. Même si l'intérim a une efficacité, est absolument nécessaire. Hein, je ne remets pas en cause la nécessité de l'intérim. Merci pour cette réponse très complète. Merci. Merci beaucoup. On a, je crois que c'est Laurent Cotet qui est là. Si ce n'est pas le bon prénom, il faut me dire. Tu peux poser la question. Laurent est un représentant Bonjour. du USAV. Oui, c'est pas que Laurent, c'est Claude, mais c'est pareil. Claude. Oui, bonjour Madame la députée. À chaque fois. Oui. Oui. Bonjour Madame la députée. D'accord avec votre politique de faire mieux en dépensant moins. Mais pourquoi seuls les patients sont mis à contribution avec le doublement de la franchise médicale pour récupérer, il est vrai, 600 millions si le plafonnement de 50 € par an est maintenu? La HAS dit qu'il y a de 20 à 30% d'actes inutiles. En tant que patient, même si je suis préoccupé par la recherche des économies, je pense qu'agir pour réduire le nombre d'actes inutiles réduira la souffrance de certains patients. Par exemple, pour des maladies nosocomiales évitées. Ou bien, pour un pays champion d'Europe en coloscopie, sachez que des coloscopies évitées par le test préalable de sel éviteraient des perforations d'intestin, entre 1 à 2 pour 1000 interventions. Pour éviter la prescription d'antibiotiques inutiles pour des angines virales, systématiser l'usage des tests, par exemple. Bref, comptez-vous faire appliquer des recommandations de bonnes pratiques dans l'intérêt des patients? Merci beaucoup.
Merci, c'est une question vraiment importante, vous avez raison, c'est le sujet de la pertinence des soins on est tous d'accord pour dire qu'il faut travailler sur la pertinence, on sait tous les chiffres d'économie qui pourraient être réalisés, on sait tous l'intérêt pour les patients de la pertinence des soins et pourtant c'est vraiment un des endroits en politique de santé où je trouve qu'on n'avance pas beaucoup parce que c'est pas si simple en fait. La volonté du ministre, et je crois qu'il l'a dit publiquement, c'est de vraiment en faire un objet de ces négociations conventionnelles à venir, parce que c'est évidemment un objet qui doit être emparé par les professionnels de santé. Il faut une volonté des professionnels de santé pour travailler sur ce sujet. La haute autorité émet des recommandations. À quel point les professionnels s'en emparent? Est-ce que c'est si simple de les avoir toutes? Je pense que le numérique peut nous aider sur ces sujets. Comment on fait pour avancer dans ce cadre-là? Enfin voilà, je crois que c'est vraiment l'endroit où il nous reste une marge de progression et en qualité de prise en charge des patients et en termes économiques. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que les négociations conventionnelles qui vont s'ouvrir vont pouvoir être force de proposition sur ce sujet. Vous avez parlé des franchises. À ce stade, il n'y a pas de franchise dans le texte du budget de la sécurité sociale. Nous allons voir comment ça va évoluer, mais même si ça avait été évoqué l'été dernier, en tout cas à ce stade, on n'a pas de décision de la mise en place des franchises sur les boîtes de médicaments. Maintenant, ça ne veut pas dire que, enfin, à titre personnel, je trouve que le débat sur que doit-on payer demain pour la prise en charge de notre santé devrait être débattu calmement avec l'ensemble de la société. On est dans le pays où le reste à charge est le plus bas. D'un côté, on peut en être fier, mais d'un autre côté, on voit aussi que les trajectoires financières nous engageront peut-être à avoir, devraient nous engager à avoir ce débat. Qu'est-ce qui doit être, à quel taux on doit participer au financement de notre santé? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut utiliser plus de pourcentage du produit intérieur brut? Est-ce que il y a une place des complémentaires qui doit être plus importante? Enfin, voilà, moi je crois vraiment qu'il faudrait le mettre plus qu'une mesure efficace en termes économiques que pourraient être les franchises. Ma position personnelle est de plutôt entamer le débat sur ce reste à charge. Est-ce qu'il doit rester aussi bas comparativement aux autres pays? Est-ce que si on veut faire face aux produits innovants, à l'accès aux soins pour tous, il ne va pas falloir se reposer la question de ce reste à charge? C'est une question tout à fait essentielle, d'ailleurs, qui a été abordée dans différents colloques ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il faudrait un jour qu'on la pose, on va dire, sans préconçu et de manière extrêmement objective et rationnelle, parce que ça va finir dans le mur si on continue à considérer les choses sur un plan purement dogmatique. Je crois qu'il faut vraiment s'y attacher et ça va être un combat ou un débat du moins pour les prochaines années. Fanny, vous vouliez poser une question? Oui, tout à fait. Bonjour Olivier, bonjour Madame Rist. Je suis Fanny Soumpouyalé, directrice technique de l'Association nationale française des ergothérapeutes. Madame Rist, vous avez travaillé avec mon prédécesseur, Nicolas Biard. Moi, je voulais revenir sur le virage préventif et le financement du virage préventif avec ces 150 millions d'euros attribués aux vaccins, aux préservatifs, etc. Et la généralisation de certaines expérimentations, article 51, dont l'activité physique adaptée, ce que je salue. Néanmoins, je me pose la question de ce financement d'un virage préventif qui me semble être surtout le financement du dépistage. Et si on veut mettre en œuvre effectivement un virage préventif, il faut agir de manière globale sur les différents déterminants de la prévention. Donc, je m'interroge sur ce financement d'une prévention globale. Ça, c'est le premier point. Et puis, je reviens sur la question de la démographie des professionnels de santé.
Alors, ça dépasse peut-être la question du PLFSS, hein, mais sur cette question démographique, on sait que, et nous sommes les premiers concernés, que l'accès direct n'a pas forcément été acté pour tous les professionnels, qui pourrait néanmoins permettre de soulager des actes médicaux et réduire justement cette question des difficultés démographiques et même du financement de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Je vais vous répondre sur les 2 points, notamment sur le financement de la prévention globale. Moi, je vous rejoins. Je crois qu'il y a un travail qu'on doit faire, et ça, pour le coup, on peut le faire. On peut commencer ce travail en commission des affaires sociales, qui est sur comment est-ce qu'il faut continuer à globaliser les chiffres de prévention à l'intérieur même de l'ONDAM, ou est-ce qu'il faut sortir ce financement qui permettrait une lisibilité et puis surtout une pluriannualité, une prévisibilité, enfin voilà, d'organiser une vraie politique de prévention. Ce d'autant qu'on sait que les économies liées à la politique de prévention, elles ne sont pas à court terme, mais bien à très long terme. Donc ça, c'est un sujet, voilà, je vous rejoins sur ce financement. Les 150 millions, c'est ce qu'on a calculé sur les quelques mesures dont je vous ai parlé. Elle ne tient pas compte, par exemple, d'une mesure dans ce budget de la sécurité sociale qui concerne les dépistages des enfants de 0 à 6 ans en situation, enfin, qui pourraient avoir un handicap. Là aussi, c'est une mesure de prévention. Elle ne rentre pas dans les 150 millions. Hein. Les 150 millions, c'est que les mesures très concrètes dont je vous ai parlé avant. Donc, en fait, on voit bien que dans chacun des budgets, on a beaucoup de mesures de prévention dont on ne se dit pas forcément d'ailleurs que c'est de la prévention et qui en est. Donc, voilà, je suis assez d'accord avec vous sur le fait de voir peut-être, en tout cas, il faut qu'on travaille à voir s'il ne faudrait pas sortir ce financement de l'ONDAM. Ensuite, sur la démographie et l'accès direct, vous savez mon engagement sur le sujet. Je crois malgré tout qu'on peut avancer grâce aux organisations territoriales, grâce au protocole de coopération, et tout ça se fait en coordination entre professionnels. Je vois sur les territoires parfois des accès directs parce qu'il y a des protocoles de coopération dans une CPTS. Donc je crois aussi qu'il ne faut pas tout attendre des lois ou de l'État, puisqu'on voit bien que les lois peuvent parfois entraîner des difficultés. Je suis bien placée pour vous en parler. Mais sur le territoire, il y a aussi tous les outils pour permettre des accès directs à partir du moment où c'est travaillé en coordination et en pluriprofessionnel. Ce qui est tout le sens d'ailleurs de ce que je pense qu'il faut faire pour améliorer la qualité de prise en charge des patients. Donc n'attendons tout, même si j'entends la demande de certains professionnels d'être voilà, reconnus dans l'accès direct. On voit bien que c'est quand même compliqué et que pour avancer, finalement, on peut le faire aussi sur le territoire d'ores et déjà. Merci pour vos réponses. Alors, on a une question d'un autre professionnel de santé. Donc, Stéphane, je vous passe la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Je souhaitais revenir très rapidement, moi, sur l'ONDAM Soins de Ville. Vous avez parlé tout à l'heure des avenants conventionnels qui avaient été menés. C'est un certain nombre de négociations flash ont été menées avec l'assurance maladie avant l'été pour apporter un soutien rapide à l'activité de certains professionnels de santé impactés par la situation économique, l'inflation. Mais je voulais savoir, et tout ça doit être financé, doit permettre d'être financé par l'enveloppe soins de ville notamment. Mais je voulais savoir si un financement était prévu, qu'est-ce qui était prévu pour les professionnels de santé dont les tarifs ou les prix limites de vente ne sont pas prévus par des avenants conventionnels avec l'assurance maladie, mais via la LPP. Aujourd'hui, on a un silence assez assourdissant donc, de nos interlocuteurs par rapport donc, à ces tarifs qui n'ont pas évolué, en tout cas pour notre profession, depuis 2017. Merci. Merci de votre question compliquée. Quand on est parlementaire, nous, on vote une enveloppe, des enveloppes globales. Voilà, donc on vote pour le médicament, on vote pour les dispositifs, on vote pour l'autonomie et on vote pour la branche d'assurance maladie. Ensuite, c'est des discussions qui doivent se faire
probablement avec le gouvernement, mais je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi parce que je ne connais pas précisément la réponse à votre question, même s'il y en a une. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que vous m'envoyez un mail pour pas que j'oublie, et puis je vais me renseigner pour essayer de vous apporter une réponse valable. Très bien, merci, je m'en occupe. Merci. C'est un point important, mais c'est vrai que c'est un point très technique. Je sais que ça entraîne une cascade de questions de la part des professionnels de santé, parce que maintenant, on va passer la parole au FFMKR, donc au masseur kinésithérapeute. Vincent? Oui, tout à fait. Bonjour Olivier. Bonjour Madame la rapporteure générale, Vincent Del, je suis délégué général de la FFMKR. Et j'ai constaté qu'il y avait eu un amendement qui avait été travaillé par la majorité au Parlement et à l'Assemblée nationale sur la question de la prescription d'activité physique adaptée par les kinés et aussi de sa prise en charge. Donc ma question était simplement pour savoir dans quelle mesure on pouvait espérer un soutien gouvernemental sur cet amendement qui est très attendu c'est une mesure très attendue par la profession. C'est vécu un peu comme quelque chose de très illogique que les kinés ne puissent pas prescrire d'activité physique adaptée alors que ce sont vraiment les professionnels du mouvement. Et peut-être au-delà de cet amendement qui a aussi un volet prise en charge, est-ce qu'on peut s'attendre à un soutien de la majorité sur des idées qui sont celles sur une mesure de prescription de l'APA au-delà d'une prise en charge, parce que l'APA n'est pour l'instant pas prise en charge. Est-ce que les kinés pourront prendre en charge, pourront prescrire de l'activité physique adaptée? Et est-ce qu'on peut s'attendre à un soutien par amendement de cette idée-là? Voilà, je vous remercie. Merci, c'est une bonne question. On a un vrai, tout à l'heure, on posait la question de ce que peuvent faire les députés dans les stratégies et tout ça. Il y a un vrai sujet sur le sport et santé, et on a une vraie volonté des parlementaires, notamment des parlementaires de la majorité, mais pas que, sur élargir cette activité physique adaptée. J'ai un premier sujet sur ces amendements dont je ne suis pas sûre qu'ils passeront la recevabilité. Ça c'est technique, mais ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas le débat, en tout cas à partir de ces amendements-là. Il y aura un soutien de ma part, évidemment, sur cet amendement dont c'était déjà lors de ma loi, je crois, un engagement du ministre Braun au banc sur cet amendement. Donc je crois qu'il y a une volonté d'avancer sur la place du sport santé, l'activité physique adaptée, notamment la prescription par les kinés. Donc voilà, donc je ne sais pas si on va avoir le débat, il y a une volonté à côté, je ne sais pas si dans le cadre de ce texte on pourrait le faire. Ça n'empêche que ce sujet peut et doit avancer. L'autre chose sur l'activité physique adaptée est quand même de poser la question, en tout cas à mon sens, de savoir quel périmètre doit être remboursé. Il y a d'une part la prescription qui est importante, ou l'orientation d'ailleurs, et ensuite le remboursement, qu'est-ce que doit prendre en charge la sécurité sociale dans le cadre de l'activité physique adaptée. On voit bien qu'on pourrait très vite faire des dépenses qui sont très importantes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires, mais à mon sens, il faut cadrer les remboursements avec les données scientifiques qu'on peut avoir et d'un bénéfice de prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. Voilà, il doit y avoir tout un débat sur ce que doit rembourser la sécurité sociale en termes d'activité physique adaptée. Alors Béatrice, merci beaucoup. Question suivante. Oui, bonjour Madame la députée et merci. Un mot, donc Béatrice Noëllac pour la FHP. La Cour des comptes, je sais que vous êtes très attachée évidemment à la complémentarité des acteurs sur les territoires en réponse à l'offre de soins. C'est un sujet évidemment majeur et la Cour des comptes a émis un rapport intéressant la semaine dernière sur la concurrence et la complémentarité entre le public et le privé. Parmi ce qu'ils prônent, ce rapport, il y a notamment ce qu'ils appellent, je cite, alors c'est vraiment le mot qu'ils emploient, la rénovation du service public hospitalier et puis l'évolution finalement des critères pour permettre une approche qui soit beaucoup plus ouverte en fait à l'ensemble des acteurs de tout statut sur les territoires pour coopérer. Donc c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux effectivement depuis longtemps, même s'il faut maintenant en définir les modalités. Je voulais avoir votre sentiment sur le sujet et peut-être
plus largement, mais j'imagine que voilà, avec le PLFSS, vous n'avez peut-être pas eu le temps de prendre connaissance du rapport, mais peut-être au moins sur ce point, est-ce que, voilà, quelle est votre vision et merci beaucoup. Oui, j'ai regardé, alors j'ai lu les synthèses, j'ai pas lu le rapport en entier de la Cour des comptes, qui est assez intéressant, effectivement. Moi, si vous m'embarquez sur la vision, ça va aller loin et on va sortir du PLFSS, mais je crois que ce rapport, mais comme la situation actuelle, nous engage à avancer plus vite et un peu plus loin dans la transformation des financements, en fait. Mais d'un autre côté, vous me dites aussi qu'il faut aller doucement. Je crois que derrière ça, et ça a été évoqué tout à l'heure, pour moi, on n'avancera pas tant qu'on ne fera pas la convergence des modes de rémunération des médecins et tant qu'on ne reposera pas effectivement la question du service public. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2023 et pour 2027-2030? Comment on veut voir évoluer notre système? Et je crois que ça passe par la redéfinition du service public ou des missions de service public et de cette convergence de modes de rémunération des médecins. J'ai essayé de faire court. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Là, cette notion de service public, elle est un peu utilisée par n'importe qui pour essayer de défendre quelquefois des précarés, au risque de choquer un certain nombre de personnes. Et je trouve qu'il serait peut-être très intéressant qu'on s'intéresse à la notion de service au public plutôt que à la notion de service public, ce qui est quand même un rôle de contribution qui est plus important quand on est professionnel ou quand on est une fédération hospitalière que de simplement s'appuyer sur un statut pour demander des sommes qui sont considérables et qu'on manie avec une légèreté que je trouve quelquefois un peu affligeante. Je vois les 5 milliards demandés très dernièrement par la FHF, je trouve qu'ils ont une façon de gérer les milliards qui est, qui me semble un peu légère, on va dire. Voilà, alors je vais passer tout de suite la parole pour ne pas rentrer dans un sujet trop polémique à la question suivante. Je ne sais pas quel est votre prénom. Mettez votre caméra. N'hésitez pas. Ah. Non seulement je ne sais pas quel est votre prénom, mais Monsieur Renaudy ou Madame Renaudy? On n'entend pas. Écoutez, voilà. Allez-y. Présentez-vous et dites-nous quelle est la question que vous voulez poser. Marie-Josée Renaudy, je suis gynécologue médicale et donc représentante présidente du syndicat des gynécologues médicaux et participante au niveau national de la Fédération des médecins de France. Je vous appelle pour deux choses. D'une part, parce qu'il y a deux spécialités dont l'ADN est la prévention. C'est la pédiatrie et la gynécologie médicale. La formation initiale était vraiment une formation de prévention. Or, ces deux spécialités sont vraiment les parents pauvres de la médecine, au niveau du nombre de spécialistes et au niveau de la rémunération, parce que les actes de prévention sont des actes très longs. Je vais vous dire, pour vous donner une idée, et d'ailleurs certaines thérapeutiques également, mais pour vous donner une idée, j'étais à une réunion nationale de gynécologie samedi, et une personne parlait du réseau Endo-France sur l'endométriose en disant qu'un certain nombre de gynécologues médicaux en étaient sortis parce que le tarif de la consultation ne permettait pas la longueur des consultations nécessaires. Et quand on fait vraiment de la prévention, les actes, que ce soit de gynécologie médicale ou de pédiatrie, comme je les ai pratiqués, je ne suis plus jeune, sont très longs. Et vraiment, il faut qu'il y ait une liberté sur ou des chiffres tout à fait adaptés pour ces spécialités dont l'ADN est la prévention. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce que je voulais vous poser… Faites des questions courtes. Hein, alors, comment est entendu, ça c'était ce problème, notamment du nombre de spécialistes formés qui sont dans les deux spécialités qui sont les parents pauvres. Deuxièmement, le problème des intérimaires. Pourquoi ne se pose-t-on pas la question du nombre d'intérimaires? Mais en fait, c'est lié à l'hyperadministration du public, mais également du privé. Si vous imaginez la somme de contraintes administratives qui nous sont apparues dans notre pratique en 40 ans, c'est phénoménal. Ensuite, ce que je voulais également évoquer, c'est le problème, troisièmement,
quelle est votre position par rapport, si vous voulez, à l'immédiateté et au consumérisme? Je crois que les politiques doivent prendre une distance, si vous voulez, parce qu'en fait, ce que l'on voit avec, par exemple, le service d'accès aux soins, le patient appelle son médecin qui lui donne rendez-vous demain à 15h30. Il appelle immédiatement le service d'accès aux soins pour avoir un traitement, un rendez-vous aujourd'hui immédiatement. Je crois qu'en fait, il faut une éducation à la santé qui commence très très tôt, qui commence dès la maternelle. On vaccine, ça protège les petits. Madame Brunaudi, je vous arrête tout de suite. Stéphanie nous donne, et c'est une chance, 1 heure. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre ses réponses. Voilà, c'est tout. Je voulais vous parler de ces points-là. Merci beaucoup. Je ne les énumérerai pas. Merci beaucoup. Pour commencer sur l'éducation à la santé, je vous rejoins. On doit vraiment avancer sur ce sujet et j'ai déjà pris rendez-vous avec le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, pour qu'on essaye de voir comment on peut avancer, même si on a fait des choses, mais je crois que vous avez raison que c'est toute une génération à créer, éduquer en santé. Sur l'intérim, pardon, parce que j'ai l'écho. Sur l'intérim, pour éviter l'intérim, vous avez raison, il faut diminuer, c'est ce qu'on a en partie fait, améliorer l'attractivité pour qu'elle soit financière ou de qualité de vie au travail dans les établissements pour permettre de diminuer l'envie de se barrer et faire de l'intérim. Et puis, vous avez raison, travailler sur toutes les tâches administratives et vous savez qu'on a des engagements sur ce sujet. Et sur votre première question qui me paraît importante, vous parlez du nombre de spécialistes orientés dans certaines spécialités, en fait. C'est ça que ça revient, parce qu'on peut se poser aussi la question pour qui va soigner les personnes âgées dans 5 ans ou 10 ans. Et je crois que c'est une vraie bonne question. Il y a un sujet, d'une part, de formation, qu'est-ce qu'on met dans les formations, mais il y a un sujet aussi d'engager les doyens et les sociétés savantes pour que le nombre d'étudiants, d'internes, de postes mis dans des spécialités soit orienté en fonction des besoins qu'on estime nécessaires. Et je trouve qu'on n'a pas assez cette stratégie de vision de plusieurs années qui doit venir des sociétés savantes et des doyens, puisque pour le coup, les parlementaires, on n'a pas d'orientation là-dessus, mais je crois vraiment qu'il y a à mobiliser les sociétés savantes, les doyens, pour orienter le nombre de postes en fonction des besoins présents, mais aussi des besoins qu'on estime dans 5 ans ou 10 ans. Et enfin, vous parlez des actes de prévention longs. Alors, effectivement, ce sont des spécialités, vous avez dit la pédiatrie, la gynécologie, qui ont cette culture de la prévention, mais il ne faut pas oublier tous les autres professionnels. Je pense aux sages-femmes, et je crois que ça doit se faire dans le cadre de pluriprofessionnels, d'ailleurs, ces entretiens. Mais je vous rejoins sur le financement de la prévention doit être aussi le financement des professionnels. C'est ce que nous commençons à faire avec les rendez-vous de consultation aux âges clés de la vie qui ont des financements particuliers puisque c'est des rendez-vous de prévention. Je voulais porter un amendement sur le tabou de la ménopause, mais je ne pourrais pas en parler dans ce PLFSS, ça ne passera pas dans ce PLFSS, mais vous avez raison, on a du travail sur ces rendez-vous longs. Guillaume Pelletier, excusez-moi. Et après, on passera à la dernière question à Philippe. Bonjour Madame Rist. Je suis directeur général d'une association qui travaille dans le secteur du handicap. Sur les territoires en tension, sur le marché de l'emploi, la situation des structures médico-sociales peut être dramatique, aussi bien au niveau humain que financier. Le PLFSS prévoit 3,4% d'évolution sur la partie handicap, à ma connaissance, essentiellement centré sur les mesures individuelles, avec notamment une évolution du point 0,9%, donc c'est la poursuite de la paupérisation de nos métiers, et des DGC très inférieurs à notre trajectoire de dépenses, avec un effet ciseau. Donc, pour faire court, ma question, c'est comment est-ce que la grande vulnérabilité, je parle des femmes, des MAS, des EHPAD, du polyhandicap, a-t-elle été pensée dans le PLFSS? Et est-ce que vous pensez que des amendements pourraient permettre de corriger le tir? Merci à vous. Oui, merci beaucoup de votre question. Alors, vous l'avez dit, c'est effectivement un EGD à plus de 3,4% cette année. Donc, on n'est pas dans de l'économie sur ce secteur. Est-ce que c'est suffisant? Je ne dis pas ça, mais en tout cas, on n'est pas dans des mesures de maîtrise majeure dans le secteur. Il y a un engagement pour mettre en place le début comme je le disais, des mesures CNH.
pour répondre à votre dernière question, qui est peut-être la plus importante, c'est est-ce qu'il va y avoir des amendements? J'ai rendez-vous ce midi avec la ministre du Handicap. On va voir comment on peut avancer dans le cadre de ce PLFSS, mais ça sera probablement les mesures et la trajectoire sera aussi d'ici 2025, donc dans le prochain PLFSS. Mais voilà, donc je ne peux pas vous répondre concrètement sur les amendements précis sur cette branche, d'autant que j'ai pas encore, on a plus de 3000 amendements, enfin 2900 amendements déposés dans le PLFSS et donc j'ai commencé tout le week-end, mais j'en suis pas encore à ces amendements-là. Mais sur des amendements forts dont vous parlez, j'ai pas la réponse à ce stade. Philippe. Oui, bonjour, merci Stéphanie pour toutes ces précisions. J'avais une question, Stéphanie. Je viens d'en rendre un rapport à Agnès Firmin-Lebaudot avec mes deux collègues Marine et Alexis. Vraiment, ce sujet de la santé, des professionnels de santé, tout ce qu'on est en train de dire, on ne réussira que si on a des professionnels de santé en bonne santé. Parce que tu as pris connaissance du rapport. Je me pose vraiment la question, puisque tu parlais des amendements et de ceux que tu peux porter, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un amendement ou un cadre pour se dire que ce sujet de la santé des professionnels de santé, on doit absolument en faire une priorité et le décliner, quelles que soient les décisions que nous prennent, enfin, que ce soit sur des choix d'organisation, des choix de nouveaux matériels, etc. On voit bien qu'on a complètement oublié le sujet de la santé des professionnels de santé. Donc, comment on pourrait le cadrer de façon un peu supra pour dire on en fait maintenant une priorité absolue et on sait que si on ne réussit pas ça, on aura vraiment une vraie difficulté, et notamment en termes d'attractivité. À réfléchir. Oui, alors, comme tu le sais, le problème, c'est qu'on est très vite, on est assez vite cavalier, c'est-à-dire un article 45 qui nous empêche de mettre des amendements dans le PLFSS, ou article 40 quand ça coûte de l'argent. Donc, en termes d'amendements, alors on arrive quand même à en poser plus de 2600, mais sur ces amendements santé des professionnels de santé, on a un risque cavalier important, ce qui n'empêche pas de faire. Tout ne passe pas non plus par la loi, et je crois aussi qu'il faut qu'on porte ces stratégies. C'est ce que fait Agnès Firmin sur le sujet des professionnels de santé, sur lequel je te rejoins. On a la proposition de loi Valletoux aussi, sur lequel on peut peut-être passer des mesures. On est en train de regarder ça, d'autant que j'avais commencé à porter un truc dans la PPL Valletoux là-dessus. Voilà, mais on est contraint par le cadre législatif du PLFSS sur les amendements parce qu'ils sortent du budget de la sécurité sociale de façon importante. Il mérite qu'on en reparle. Et ceux qui ne connaissent pas le rapport, vous pouvez y aller, il est sur le site du ministère. Et il y aura une feuille de route dans un mois, très précise. Merci Philippe pour ces précisions, je crois que c'est tout à fait essentiel. Stéphanie, si vous me permettez une dernière question. Oui, j'ai encore 5-10 minutes si vous voulez. Ah ben super. Donc s'il y a d'autres questions, je les prendrai. Moi j'ai une question sur un sujet qui qui passionne Neil, donc c'est très orienté, mais c'est la question du One Health, d'une seule santé. Je trouve qu'il n'y a rien dans ce PLFSS qui nous oriente vers, qui nous donne une direction vers cette ouverture à une santé globale, sur lequel on pourrait quand même commencer à réfléchir et à poser un certain nombre de choses. D'ailleurs, Agnès Firmin-Lebaudot, dont on vient de parler, en est d'une certaine manière responsable. Elle met beaucoup de passion sur ce sujet. Mais je trouve que dans le PLFSS, on n'a pas eu grand-chose. On sent pas les parlementaires aussi impliqués, je dirais, que qu'on aimerait sur une question qui est une question absolument essentielle pour les prochaines années. Je crois que c'est ce que je disais un petit peu avant, le PLFSS, il n'est pas tout l'engagement des parlementaires sur tous les sujets. Il est contraint par ce qu'on peut mettre dedans, c'est-à-dire par la structure de notre sécurité sociale. Et le One Health, il est au-dessus, il est en chapeau, et donc il a difficulté à rentrer dans chacune des branches, même s'il faudrait arriver à le faire. Mais à mon avis, dans le cadre actuel des réflexions qui sont à chaque fois branche par branche, parce que c'est la structure du texte législatif, ce qui n'empêche de pouvoir réfléchir à comment on introduit des mesures One Health. Alors, il y en a qui sont un petit peu éparpillées, mais ça rejoint un peu le sujet de la prévention, et d'ailleurs, qu'il ne faut pas le mettre dans le cadre de la prévention, parce que qu'est-ce que c'est One Health? Ça part de la prévention.
Voilà, donc je crois qu'il y en a à réfléchir comment on peut structurer différemment notre réflexion annuelle budgétaire pour englober le sujet de la prévention, mais One Health. Mais je suis d'accord, ce n'est pas porté dans ce budget de la sécurité sociale, mais on est très contraint à un travail très budgétaire, en fait, dans le budget de la sécurité. Alors, dernière question pour Quentin. Quentin? Oui. Ah, voilà. Bonjour Olivier, bonjour Madame la députée. Je suis Quentin Riodel, donc je travaille chez NIL et notamment sur le projet Ascolta qui travaille sur les questions des surdités. Alors c'est une question rapide. Le député François Garnigon, qui fait partie du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, qui est particulièrement engagé sur les questions de surdité, a déposé plusieurs amendements pour une meilleure prise en compte des surdités, du dépistage et du suivi de l'épidémiologie. Donc vous aviez indiqué avoir travaillé sur les amendements ce week-end. Est-ce que vous pouviez peut-être nous préciser quelle serait la position du gouvernement sur ces amendements-là et quelle serait également la position du gouvernement plus largement sur les questions des surdités, leur dépistage et leur suivi? Alors, merci Madame. Je ne peux pas vous indiquer les positions du gouvernement sur des amendements. Hein. Je ne suis pas le gouvernement, il y a une séparation, même si je suis dans la majorité, donc on a des discussions, mais je ne connais pas leur position du gouvernement sur ces amendements. On va regarder, moi j'en suis pas encore à ces amendements, donc je ne les ai pas en détail en tête. Je sais très bien que le sujet surdité abordé. Je voulais mettre à votre information que je vais porter un amendement. Vous allez voir, c'est un petit peu en lien aussi avec le dépistage du cytomégalovirus pendant la grossesse, qui est un virus qui donne des handicaps, et notamment des handicaps neurosensoriels et un grand nombre d'enfants qui naissent avec des surdités, alors qu'on a un traitement si on est dépisté pendant le premier trimestre de grossesse. Donc, je vais porter avec plusieurs groupes d'ailleurs ce sujet, et nous allons regarder, ce sont des amendements qui risquent globalement comme ça d'être aussi porter une charge. Donc je ne sais pas s'ils passeront la recevabilité, mais je ne l'oublie pas et je le contacte dès que j'ai eu le temps de regarder tous ces amendements. Bah écoutez Stéphanie, merci, vraiment merci. On a dépassé le temps que vous nous aviez accordé. Je sais que vous avez une journée qui est une journée extrêmement chargée. Et ça commence demain en commission. Ça commence demain en commission, donc voilà. on va tous être derrière le PLFSS pour regarder les débats que vous allez mener. Vraiment merci encore une fois de votre disponibilité et de votre réponse extrêmement rapide pour pouvoir éclairer les différents acteurs lors de ce débat. Ça fait vraiment partie des choses qui me touchent beaucoup. C'est vraiment très personnellement, je voulais vous en remercier. Merci encore Stéphanie pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Et à très vite. Au revoir. Au revoir.